Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours accompagnés de nos éditorialistes Alfred Chango et Jean-Marie Bitomo. L'actualité économique à présent, l'Afrique devrait enregistrer un bond des investissements directs étrangers. Après un recul de 7% en 2015, il devrait se chiffrer entre 55 et 60 milliards de dollars en 2016. Les détails avec Ibrahima Tioumaba. Le continent africain connaîtra en 2016 une reprise en hausse des flux des investissements directs étrangers. La Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement a publié son rapport sur l'investissement ce mercredi 22 juin dans lequel il est indiqué que les pays africains recevront entre 55 et 60 milliards de dollars des investisseurs étrangers, une part jugée trop faible par certains observateurs. Globalement, à 54 milliards de dollars, l'Afrique reste encore vraiment très loin par rapport en tout cas au continent qui accueille l'investissement direct étranger. Parce que ça signifie qu'on est à peu près autour de 2% de l'investissement direct étranger dans le monde, pour un certain nombre de raisons, essentiellement liées à l'instabilité, comme c'est le cas un peu en Afrique du Nord, liées à des problèmes d'infrastructure, comme dans la plupart des pays en Afrique au sud du Sahara. La tendance des investissements directs étrangers a connu plusieurs fluctuations au cours des dernières années en Afrique. En 2015, les estimations tournaient autour de 38 milliards de dollars. La part africaine dans les flux mondiaux d'IDE avait reculé de 4,6% en 2014. Les spécialistes des économies africaines ont noté des disparités selon les pays et les sous-régions. Des pays comme l'Éthiopie ou même l'Afrique du Sud ont pu davantage accueillir des investissements directs étrangers par rapport à l'année 2014. Par contre, en Afrique de l'Ouest, il y a eu un recul relativement important. 10 points de moins par rapport à 2014, c'est beaucoup. Au même moment, l'Afrique centrale a pu effectivement enregistrer la plus forte progression, 33%. Mais quand même, il faut dire qu'au niveau des montants, ça reste encore faible. Parce que l'Afrique centrale, avec toutes ses potentialités, n'enregistre que 5,5 milliards de dollars d'investissement direct étranger. Pour l'année 2016, la CNUSED prévoit une hausse moyenne de plus 6% d'IDE à destination du continent africain par rapport au recul de 54 milliards de dollars enregistré en 2015. L'Afrique a reçu au premier trimestre 2016 29 milliards de dollars en hausse de plus 25% par rapport à la même période il y a un an. Les secteurs des services et de l'industrie manufacturière sont les principaux capteurs des investissements directs étrangers sur le continent africain. Jean-Marie, les IDE devraient donc se situer entre 55 et 60 milliards de dollars en 2016 sur le continent. Pas assez, selon certains observateurs. Vous partagez ce point de vue ? Je ne partage pas tout à fait ce point de vue-là. Vous savez, Graziella, quand on fait la comptabilisation des investissements, les gens s'arrêtent uniquement au flux d'investissement. Le flux d'investissement, sur une année, c'est quoi? C'est ce que les partenaires étrangers, les investisseurs étrangers apportent au continent africain. Mais on oublie une chose, c'est que vous avez déjà un stock d'investissements. Ça veut dire qu'il y a des investissements préalables qui ont été effectués dans le continent. Donc, à partir de là, ça contribue à enrichir nos économies. Évidemment, on aimerait bien que le flux d'investissement soit beaucoup plus important en tant que tel, mais ce flux d'investissement-là vient s'ajouter au stock des investissements des économies africaines. Donc, à partir de là, cette progression-là est tout à fait normale, parce que vous avez deux dimensions quand on parle des investissements. Vous avez la dimension structurelle, ce qui contribue à structurer l'économie. Vous avez la dimension conjoncturelle qui va compter sur une année, quel est le flux des investissements, ce qui ne veut pas pour autant dire ça, c'est négatif. Graziella, dès l'instant que vous avez un désinvestissement dans les pays, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les opérateurs qui sont sur place et tout, c'est-à-dire partent des pays. Mais globalement, ce n'est pas le mouvement que nous observons en Afrique. C'est un mouvement, si vous voulez, qui est un mouvement économique logique pour moi, parce que c'est la dimension conjoncturelle, des petits réajustements qui peuvent se faire, mais sur le long terme, structurellement parlant, l'Afrique continuera toujours dans les années à venir à attirer des investissements directs étrangers. Alors Alfred, pour 2016, les chiffres sont donc en hausse. Quels sont les segments qui drainent le plus d'IDE? Alors, il faut dire segment et puis pays. Hein. On l'a rappelé. Et puis région. Et région en plus. On l'a vu, l'Afrique centrale a beaucoup
perdu justement en investissement, et donc lié à la crise du pétrole et puis à la chute des cours de matières premières. Exactement, si on ajoute ça, ça fait qu'il y a des pertes comme ça, et d'ailleurs des pays comme le Nigeria ont beaucoup perdu, l'Afrique du Sud, avec toutes les grèves, tous les événements qui ont eu lieu là-bas, et puis en Afrique du Nord, évidemment l'Égypte qui a bénéficié de beaucoup de soutien des partenaires extérieurs. Alors ce sont des investissements qui ne sont plus tellement dans le secteur pétrolier, mais comme pour l'Égypte, pour la reconstruction de l'économie, pour le Maroc dans les énergies renouvelables, ce sont ces secteurs-là qui attirent. Et en même temps, les investisseurs étrangers savent que la croissance est en Afrique et que la conjoncture, Jean-Marie a parlé justement de conjoncture et de structure, la conjoncture peut être défavorable, mais ça ne dure qu'un petit moment. Structurellement, dans la durée, il y a des possibilités d'investissement colossaux, et donc justement, c'est sur là-dessus que tablent ces investisseurs étrangers. Merci Alfred. Dans le reste de l'actualité, le journalisme est l'une des professions les plus dangereuses en Somalie. Entre enlèvement, assassinat et parfois condamnation judiciaire, les professionnels de ce secteur peinent à exercer librement leurs activités. Deogracias Podo. Malgré les assurances des autorités, la Somalie reste l'un des pays les plus dangereux pour les professionnels des médias. Depuis 2007, près d'une cinquantaine de journalistes ont été assassinés dans ce pays marqué par la montée en puissance des islamistes Shebab. Pas de quoi démotiver Abdi Fita Hassan, l'un des célèbres animateurs radio de la capitale Mogadiscio. Depuis 2012, le journaliste vivant avec un handicap tente d'exercer sa profession au quotidien en faisant le porte-voix des personnes discriminées et en jouant un rôle d'éveilleur de conscience. J'ai décidé d'être journaliste il y a plus de 10 ans et c'est avec l'aide de certains collègues dans le domaine et mes propres efforts que je suis devenu professionnel. Je produis 2 programmes. Le premier porte sur le handicap en Somalie et l'autre un programme interactif dans lequel nous discutons de l'actualité dans le pays. Selon l'ONG Reporters sans frontières, la Somalie occupe le 167e rang sur 180 pays dans le classement 2016 de la liberté de la presse dans le monde. La profession de journaliste est un défi majeur, notamment à Mogadiscio, où les islamistes Shebab, en lutte contre le gouvernement, mènent régulièrement des attaques contre les professionnels des médias qu'ils accusent d'être des relais des autorités. Les journalistes somaliens font face à beaucoup de problèmes quand ils exercent leur profession. Les journalistes perdent souvent la vie quand ils couvrent les événements. L'an dernier, 5 journalistes ont été tués, mais la plupart sont toujours prêts à continuer de prendre le risque. Le gouvernement somalien a récemment décidé d'un renforcement de la sécurité à Mogadiscio, mais de nombreuses parties de la ville restent encore sous la menace des islamistes radicaux, les Shebab. Un groupe armé affilié à Al-Qaïda dispose également de leur propre radio et diffuse régulièrement des messages de propagande. Chassés de la capitale somalienne en 2011, ils commettent régulièrement des attentats dans le pays. Début juin, une journaliste qui travaillait pour la radio d'État a été abattue près de l'université de Mogadiscio. Alfred, quel regard portez-vous sur la condition des journalistes en Somalie ? C'est une tragédie, Graziella. On le voit, le reportage le fait bien ressortir. Les journalistes sont en danger, ils risquent leur vie chaque jour qui passe, non pas du fait du gouvernement, mais le gouvernement n'arrive pas à assurer justement leur protection face aux attaques des Shebab. Et ce sont des cibles, en tout cas pour les Shebab. Ce qui fait effectivement que la profession a payé ce lourd tribut de 5 journalistes l'année dernière, et surtout tout récemment, il y a à peine 2 mois, cette jeune journaliste qui s'est fait abattre par les Shebab. Je crois qu'il faut tout faire effectivement, parce que sinon on n'a pas l'information qu'il faut pour savoir ce qui se passe dans le pays. Les Shebab, ils sont dans ce schéma obscurantiste, et le paradoxe c'est qu'eux-mêmes, ils ont leur propre radio, mais pour faire de la propagande.
pour faire de la propagande pour leur cause. Et donc, du coup, il faut à tout prix assurer, alors c'est pas seulement le gouvernement, mais les Nations Unies qui sont sur place aussi doivent assurer la protection de ces journalistes-là, sinon l'extinction de la voix des journalistes, c'est l'extinction d'une part justement de la vérité, de la réalité de ce pays-là. Et je crois qu'il y a intérêt à continuer à les défendre, ces journalistes-là. Jean-Marie, est-il possible finalement d'assurer la sécurité des journalistes tant que la sécurité n'est pas rétablie sur le territoire somalien même ? Ça me semble, comment dirais-je, une mission très très ardue, tout simplement. Pourquoi? Parce que quand vous avez un pays comme la Somalie qui est plongé, si vous voulez, dans une insécurité chronique aujourd'hui, ça fait depuis des décennies que nous vivons le conflit de la Somalie. Mais malheureusement, comme Alfred le disait tout à l'heure, il faut un effort de toutes parts. Vous savez, aujourd'hui, le conflit qu'il peut y avoir, c'est en termes de communication, parce qu'on sait aujourd'hui que la communication est devenue le 4e pouvoir. Quand on communique, si vous voulez, bon, ça me rappelle une chanteuse française qui chantait une chanson à la fin qui disait que quand vous êtes sur un plateau de télévision, le dernier qui a parlé, c'est lui qui a raison. Donc, si vous voulez, à la limite, on se retrouve là dans une guerre, si vous voulez, de communication. Les Chebabs, quand ils perdent du terrain, ils ne peuvent pas accepter qu'on puisse mettre, comment dirais-je, à la vue du monde entier, leurs échecs qu'ils subissent sur le terrain. Donc, c'est le journaliste qui transporte, si vous voulez, cette vérité-là, qui est tue, soit de temps en temps par l'État, parce que l'État aussi, si vous voulez, a sa responsabilité là-dedans, en termes de protection, mais malheureusement, bon, les journalistes devraient être protégés comme ça, plus fortement que ça, parce que ce sont des gens qui sont quelque part porteurs de la vérité quand ce n'est pas une vérité détournée, et quand les enquêtes sont bien faites, c'est vraiment les gens qui sont nécessaires à la vie démocratique. Merci Jean-Marie. 150 milliards de francs CFA, c'est le montant du nouveau soukouk émis par l'État du Sénégal le 20 juin avec une marge de profit de 6% par an, payé semestriellement sur une durée de 10 ans avec 2 ans de différé. Alfred, quel est l'intérêt du Sénégal à recourir à un soukouk dans la conjoncture actuelle ? Alors, il faut dire que les soukouks, en gros, hein, c'est des obligations islamiques. L'intérêt, c'est justement la faiblesse des taux d'intérêt et puis les délais qui sont accordés au Sénégal pour les rembourser. Alors, il y a 2 types, justement, de ces soukouks qui sont lancés soit par les institutionnels, l'État, ou par les privés, les entreprises hein, qui peuvent y souscrire. Ça permet, si ces soukouks sont lancés, de récupérer des fonds pour les investissements industriels et dans les secteurs clés, par exemple des transports, etc., pour leur développement, pour financer ces choses-là. Et donc, en espérant qu'au retour, il y aura, évidemment, il y a les frais, mais qui ne sont pas des intérêts comme tels, puisque la religion interdit de faire des intérêts sur ces prêts-là. Alors, Jean-Marie, compte tenu de tous ces avantages, comment expliquer que très peu d'États africains aient recours encore pour l'instant à ces soukouks ? Vous savez, chaque fois que vous avez une innovation, ici là nous sommes face à une innovation financière, comme toute innovation, si vous voulez, Graziella, les gens ont du mal à percuter dès le départ. La finance islamique, ça fait depuis des années qu'on en parle sur ce plateau. Ce sont des moyens de financement qui sont avantageux pour les États africains, tout simplement. Pourquoi? Parce que je parle toujours d'une dimension, d'ailleurs on en a parlé ensemble hier, Graziella, la dimension psychologique des individus. Comment les gens perçoivent l'activité économique. Il ne faut pas regarder uniquement l'activité financière. Quand on parle de l'économie chez nous en Afrique, on prend en compte uniquement quoi? Ce sont les flux financiers, c'est ça, c'est ça. Mais derrière ces flux financiers-là, il y a des individus. Si les individus n'acceptent pas les logiques, les mécanismes, les modalités que vous mettez en place, ça ne sert strictement à rien, nous ne pouvons pas progresser. Alors que vous avez là un moyen de financement qui obéit et qui va à, c'est-à-dire de pair avec la psychologie des Africains en tant que telle. Donc à partir de là, je pourrais mettre les soukouks à côté de nos tontines en Afrique, que vous connaissez très bien, Graziella. Donc, à partir de là, c'est un moyen de financement, ça permet de lever de fonds. Bon, mais maintenant, quand c'est perverti quelque part, ça devient préjudiciable à nos économies. Sinon, la démarche sénégalaise est la bonne démarche. Merci Jean-Marie. C'est à présent la fin de cette émission. Celle de ce vendredi sera consacrée au marché financier régional de l'UEMOA. Alfred, merci d'avoir été avec nous. Merci Graziella.
joie immense de vous avoir retrouvé aujourd'hui autour de ce plateau. Et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil bienveillant. Et merci à vous, Jean-Marie, pour votre présence. Merci Graziella, enchanté d'avoir un plaisir renouvelé avec moi. Plaisir partagé. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À très bientôt pour l'Africa Newsroom sur Africa 24.